Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission qui permet de mettre en lumière les réalisations des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, je vous demanderai de monter d'un cran, de voir les choses sous un autre angle. Et oui, car aujourd'hui, nous allons parler de cette problématique liée à l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Nous allons parler avec monsieur Olivier Fidami qui est un expert en gestion d'entreprise. Il se présentera juste après cet élément qui vous montre l'aperçu de ce que sera ce numéro. Cette semaine, chers téléspectateurs, je vous invite à faire le point ensemble avec nous sur l'univers entrepreneurial en RDC. Nous avons tellement reçu des entrepreneurs sur notre beau plateau, des entrepreneurs œuvrant dans divers secteurs d'activité qui semblent leur réussir. Mais tout cet effectif semble comme une goutte d'eau sur le dos d'un canard, car l'émergence de ces secteurs qui est l'entrepreneuriat dans notre pays semble demeurer encore aux antipodes. L'incapacité des PME à contribuer à la croissance de la RDC est si flagrante que cela nous pousse à nous questionner sur la problématique de l'émergence de l'entrepreneuriat en RDC. Qu'est-ce qui bloque son accès à l'épanouissement malgré l'accompagnement de plusieurs institutions financières de développement, les structures d'accompagnement, les centres d'innovation, les universités technologiques, les incubateurs et autres accélérateurs? Au vu de ces problèmes, nous nous sommes posé plusieurs questions à savoir. Pourquoi l'entrepreneuriat peine à émerger en RDC? Comment les entrepreneurs peuvent-ils surmonter les différentes difficultés qu'ils rencontrent? Et comment arriver à faire émerger l'entrepreneuriat en RDC? Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur ces différents axes que nous aborderons notre numéro du jour. Numéro que nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention. Après l'aperçu de ce que sera l'émission d'aujourd'hui, je laisse la place à monsieur Olivier Fidami que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui. La place pour lui de se présenter. Bonsoir monsieur Olivier. Bonsoir madame Leila, vous allez bien? Je vais très bien, merci. J'espère que vous également. Merci beaucoup, merci de me recevoir dans votre plateau. Du reste, le sujet étant pertinent, j'espère que nous aurons à passer un moment agréable ensemble tout à l'heure. Alors, j'ai dit à nos téléspectateurs que vous appelez monsieur Olivier Fidami. Vous êtes expert en gestion d'entreprise. Mais que dire d'autre à votre sujet? Je confirme effectivement que j'ai un master en gestion d'entreprise de l'Université de Liège. Je suis présentement président d'un club, une association sans but lucratif, dénommée le DRC Business Club, qui est un panel qui reprend divers entrepreneurs qui essayent de trouver ensemble des solutions à des problèmes qui les minent. Je fais ici allusion premièrement à un leadership transformationnel qui permet de mieux gérer les entreprises. Deuxièmement, un mode de financement participatif plutôt que de recourir forcément au crédit bancaire habituel. La troisième chose, c'est essayer de se fédérer pour ensemble constituer une force, un lobbying face aux différentes péripéties que nous connaissons par rapport à l'administration publique en République démocratique du Congo. Au vu de tout ce que vous venez de dire, ça tombe bien par rapport à ce que nous allons débattre sur ce plateau aujourd'hui, qui est la problématique liée à l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Monsieur Olivier, dites-nous, dans votre position de gestionnaire d'entreprise, qu'est-ce qui manque à l'entrepreneuriat congolais pour émerger? La question est pertinente, mais permettez-moi de commencer par ce qu'il existe déjà. Voilà. Vous savez, en RDC, nous avons pour habitude de faire ce qu'on appelle le Congo bashing. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais faire un haro sur tout ce qui est toujours dépeint de manière négative en RDC sur l'entrepreneuriat. Donc, permettez que je commence par placer le cadre, madame, sur ce qui existe aujourd'hui. Un aperçu de l'entrepreneuriat. Exactement. Il existe aujourd'hui un cadre juridique. Il y a une loi sur l'entrepreneuriat en RDC, madame. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis 2003, si je ne m'abuse, le président de la République a promulgué une loi sur l'entrepreneuriat. Certes, ça reste un chapelet de bonnes intentions, mais au moins, on peut déjà dire qu'il y a un cadre juridique approprié. La deuxième chose, madame, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique de création d'entreprises. Ce guichet unique de création d'entreprises permet aujourd'hui à tout opérateur économique qui aimerait se formaliser pour quitter l'informel, passer dans un one-stop station qui lui permet en même temps d'obtenir les documents qui lui octroient la personnalité juridique, à savoir l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier, les documents d'enregistrement au niveau du ministère de l'économie nationale, à travers l'identification nationale, et puis, bien sûr, un certificat ou encore une immatriculation au niveau de l'administration fiscale. Il s'agit ici donc du numéro d'impôt. Aujourd'hui, le guichet unique fonctionne, il fonctionne tant bien que mal, mais il permet aux moins entrepreneurs de savoir où se présenter pour avoir les documents légaux. Et à côté de cela, madame, je peux dire aujourd'hui que nous avons différents fonds qui ont été mis en place par le gouvernement qui essayent d'accompagner les entrepreneurs. Voici ce qu'il existe déjà.
Maintenant, revenons à votre question qui dit où est-ce que ça ne fonctionne pas, où est-ce que ça piétine. Madame, la première des choses, c'est qu'il faut reconnaître qu'en RDC, nous avons quand même un sujet sur ce qu'il faut appeler le capital humain. Qu'est-ce que j'appelle capital humain, madame? Jadis, on parlait des ressources, de la gestion du personnel. Ensuite, on est passé aux ressources humaines. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du capital humain. Une entreprise, c'est d'abord des humains, madame. C'est d'abord des êtres, des personnes physiques qui se mettent ensemble pour pouvoir réaliser un objectif. Force est de reconnaître, madame, les universités aujourd'hui nous produisent ce que je dois appeler des personnes qui sont génériques. Je parle ici des juristes généralistes, des économistes généralistes. Ça ne répond pas vraiment aux besoins pertinents des entrepreneurs au day-to-day. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, madame, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un pays qui a ce qu'on appelle une pression fiscale énorme. Par pression fiscale, il faut entendre justement le fait qu'une bonne partie, un pan de l'économie tout entière dans l'informel, les quelques petites entreprises, les quelques petites sociétés qui existent sont, passez-moi l'expression, sérieusement traquées par l'administration fiscale, qui elle aussi a des assignations pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. La troisième chose que je pourrais ajouter au lot des difficultés que connaissent ces entrepreneurs, madame, c'est aussi l'accès à certains financements. J'ai dit l'accès à certains financements, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même 22 ou 23 banques en RDC. Il y en a quelques-unes qui ont un portefeuille assez garni pour les PME et les PMI. Mais toutes ces banques n'offrent pas toujours toutes les conditions, ne facilitent pas toujours les conditions aux entrepreneurs pour avoir accès au crédit. Le fait est que certaines entreprises qui viennent d'être récemment créées n'ont pas encore ce qu'on appelle des états financiers. Or, pour avoir aujourd'hui accès à un crédit, forcément l'analyste crédit d'une banque va vous demander vos états financiers pour se faire une idée de votre situation financière. Pourtant, vous venez à peine commencer. Ça crée par moment de problèmes. Il y a d'autres sociétés qui exercent déjà depuis un bon nombre d'années, mais elles ne tiennent pas ce qu'on appelle une comptabilité régulière. En ce sens qu'elles ont du mal à sortir des états financiers qui, du reste, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. Au regard de tout ce qui précède, certains entrepreneurs ne peuvent pas avoir accès à certains crédits auprès des banques parce que, quoi qu'étant formalisées, elles ne possèdent pas une comptabilité régulière, elles ne tiennent pas une comptabilité régulière, avec pour voie de conséquence le fait qu'ils n'ont pas des états financiers. Et un analyste crédit a du mal à analyser en dehors de ces éléments qui lui permettent de se faire une opinion qu'il pourrait défendre auprès d'un comité crédit d'une banque et pousser le management de la banque à octroyer ce crédit. À côté des grandes banques telles qu'on les connaît, madame, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les institutions de microfinance, les IMEF. Les institutions de microfinance sont aussi, à proprement parler, des institutions qui font du crédit, mais seulement à petite échelle parce que dans leurs conditions, ne peuvent y entrer que ceux qui remplissent ces conditions. Et donc, à côté de cela, nous avons essayé de réfléchir pour trouver des solutions à ce genre de problème en réfléchissant sur deux volets. Le premier volet, il s'agit de ce qu'on appelle le business angel. Un business angel, c'est simplement quelqu'un qui peut avoir des capitaux, qui sont peut-être dormants logés dans un compte bancaire, qui, après avoir lu un projet, peut se décider de le financer, de l'accompagner. Il s'agit ici, investisseur. Il s'agit ici justement soit de quelqu'un qui accepte de prendre une participation, qui peut donc à ce moment-là être un actionnaire. Un business angel, c'est donc quelqu'un qui va accepter soit d'entrer dans le capital de la société en devenant soit actionnaire, soit associé selon la forme de société qui existe, ou de faire ce qu'on appelle un prêt, une obligation en fait. Donc, en fonction des comptes courants internes de la société, ils vont donc devoir après une certaine échéance rembourser. À côté du business angel, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. Crowdfunding, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler présentement. Il s'agit des entrepreneurs qui peuvent ensemble s'autofinancer. Il ne sera plus ici question d'aller lever de fonds ou encore d'aller solliciter un crédit auprès d'une institution bancaire. Mais en interne, en ensemble, les différentes parties prenantes se permettent de s'autofinancer pour pouvoir réaliser un but lucratif. Ok. Et vous pensez que si les entrepreneurs agissaient différemment, l'entrepreneuriat émergera ici dans notre pays? Il le faut bien, madame. Force est de reconnaître que la classe moyenne en RDC
piétine encore un tout petit peu. Vous savez que le tissu économique de tout un pays est fait par les PME, les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, si on doit s'en tenir aux rapports qui sont publiés, ça et là, que ce soit par la Banque mondiale, que ce soit par moment certains rapports qui nous sortent du ministère des Finances ou de la Direction générale des impôts, on se rend compte qu'il y a quand même un nombre assez important de PME aujourd'hui en RDC qui font du chiffre, ça se passe très bien, mais qui font l'objet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine pression fiscale. J'aimerais m'appesantir un tout petit peu sur la pression fiscale, madame. La vérité, c'est quoi? C'est qu'un entrepreneur au quotidien, quand il se lève le matin, la plupart des personnes qui franchissent le seuil de son entreprise ne sont pas forcément des clients, ils sont des agents de l'État qui viennent, certains de la maison communale pour vous demander si vous avez une autorisation d'ouverture, ce qui est tout à fait légal. Certains, d'autres encore passent pour vous demander si vous avez payé la taxe professionnelle annuelle. D'autres, c'est pour vous parler de la dératisation, de la désinsectisation. D'autres vous diront qu'ils sont du ministère de l'Industrie. Ils viennent pour savoir si votre dénomination sociale, vous avez payé pour cela. D'autres viendront simplement pour vous tracasser vraiment, madame. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir mettre un frein sur ces choses. Je pense que nous avons un ministère aujourd'hui de l'entrepreneuriat qui devrait s'atteler à travailler en synergie avec ses compères du membre du gouvernement pour essayer de trouver des solutions qui vraiment viennent répondre à des besoins des entrepreneurs. Je vous ai dit à l'entame de cette émission qu'il y avait un cadre légal qui existait. Il y avait un guichet unique, mais à côté de cela, il y a un accompagnement qu'il faudrait faire avec les entrepreneurs pour leur permettre de faire face à ce genre de situation. Nous avons des problèmes qui nous minent, qui sont internes à la RDC. Le fait que nous avons deux types de régies, si je peux le dire ainsi. Nous avons une régie provinciale qui collecte les recettes dites provinciales, et certaines régies qui sont nationales qui viennent encore par moment demander des recettes qui, entre guillemets, entre griffes, sont à caractère national. Et ça, madame, je peux vous le dire que dans une entreprise, vous le sentez de votre trésorerie. Exactement. Vous le sentez de votre trésorerie et ça ne nous permet pas toujours de pouvoir faire un plan de trésorerie à long terme. Donc, vous fonctionnez sur très souvent du court terme, ça va entre 1 année et 3 ans. Vous pensez que la responsabilité incombe aux entrepreneurs eux-mêmes pour arriver à faire émerger l'entrepreneuriat ici dans notre pays? Ça incombe au gouvernement, aux deux parties. Vous pensez que la responsabilité incombe beaucoup plus quelle partie? Je dirais que chacune des parties a sa part de responsabilité, effectivement, comme vous me passez le mot. Pour ce qui concerne les entrepreneurs, je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, je pense qu'il faudrait qu'ils commencent par savoir s'entourer, savoir recruter un personnel qualifié, un personnel compétent. Il est une chose de créer une entreprise, il en est une autre d'avoir un personnel compétent qui vous permet de faire des chiffres. Okay. La deuxième chose pour ceux qui concernent les entrepreneurs, madame, c'est qu'il faudrait qu'eux-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, qu'ils puissent avoir accès à certaines formations de haut niveau qui leur permettent d'asseoir justement le bagage du manager afin de lui permettre de savoir prendre des décisions comme il faut. Avoir le flair pour faire les affaires, c'est une chose, mais avoir un bagage, un accompagnement qui vous permet de devenir effectivement le manager qu'il faut, c'en est une autre. Okay. La troisième des choses que j'aimerais ajouter pour ceux qui concernent les entrepreneurs, c'est que pour la plupart, ils ne s'accompagnent pas toujours des professionnels. Qu'est-ce que j'entends par professionnel? Il s'agit ici des personnes qui tiennent la comptabilité. Ça peut être un commissaire au compte, ça peut être un avocat qui les accompagne dans les procédures. Ça peut être lui-même le fondateur de l'entreprise. Exactement, mais il devrait davantage se faire accompagner des professionnels, des experts qui puissent leur permettre de déjouer certains pièges qui leur sont tendus de bonne ou de mauvaise foi par certaines administrations en RDC. Okay. Pour ceux qui concernent la partie du gouvernement, faire les lois, c'est la responsabilité du gouvernement, madame. Certes, le gouvernement de l'exécution, c'est le pouvoir exécutif, mais ici, le gouvernement est pris de manière in globo. Je parle ici donc de cette entité qui a l'action. Il s'agit aussi aujourd'hui de dire au gouvernement, au-delà des lois, lorsque le gouvernement fait adopter son budget, il n'y a qu'à regarder, madame, qu'est-ce qui est prévu réellement pour faire éclore cette classe moyenne, pour faire éclore les PME, les PMI qui vont faire le tissu économique de la République démocratique du Congo. Il faut voir ce qui est prévu, madame.
vous serez peut-être un tout petit peu déçus de voir que sur les lignes reprises pour booster, pour accompagner les entrepreneurs, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Je parle ici sous le contrôle du FOGEC qui devrait venir nous dire de temps en temps quels sont les financements qu'ils reçoivent et quels sont les entrepreneurs qu'ils accompagnent. Nous avons aujourd'hui, madame, des grandes institutions comme le Fonds pour la promotion de l'industrie, le FPI, qui reçoit des subventions, qui reçoit suffisamment d'argent du gouvernement, des dotations, pour pouvoir accompagner. Mais aujourd'hui, madame, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Je parle ici, bien sûr, toute chasse gardée, de ce qu'on lit sur la presse. Tous les jours, on apprend que c'est plutôt des acteurs politiques qui se font financer au niveau du FPI, alors que ces acteurs politiques ne sont pas forcément des vrais opérateurs économiques. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est réellement alloué par le gouvernement, de l'argent est alloué, mais malheureusement, cet argent-là est très mal affecté. C'est ici le lieu de faire peut-être un appel, madame, au bon sens de certaines autorités de ce pays, pour leur dire, l'argent est là, mettez-le à l'endroit qu'il faut pour des personnes qui en ont réellement besoin, et pour qu'après, justement, ces entrepreneurs puissent créer de l'emploi, pour que justement ces entrepreneurs puissent aussi payer leurs taxes et leurs impôts. Ça permet donc à l'État aussi d'avoir les moyens de sa politique. Et c'est aussi permettre à ces entrepreneurs de se développer pour permettre à l'économie congolaise d'être compétitive. Parce qu'aujourd'hui, madame, nous sommes dans un marché assez ouvert. Nous sommes aujourd'hui membres de la communauté des États de l'Est. Nous sommes en même temps membres de la CEMAC. Nous sommes aussi aujourd'hui affiliés à plusieurs institutions régionales et sous-régionales qui font que nos frontières s'ouvrent de plus en plus. Et donc la concurrence sera rude. Nous ne sommes pas contre les autres entrepreneurs des autres pays, mais simplement nous souhaiterions que ceux de la RDC, les Made in DRC, puissent être quand même les champions de la RDC. Ça a mis en avant-plan, hein, monsieur Olivier Fidami. Dites-moi, tout à l'heure, vous avez parlé de guichet unique, vous avez parlé de fonds mis en disposition pour les entrepreneurs. Vous avez également parlé d'une loi qui a été adoptée au niveau du gouvernement pour arriver à accompagner les entrepreneurs. Mais hormis ça, il y a tellement de structures d'accompagnement. Il y a également des incubateurs, il y a des universités technologiques, mais il n'y a toujours rien qui marche derrière. C'est-à-dire l'entrepreneuriat n'arrive pas toujours à émerger. L'entrepreneuriat stagne. On a l'impression que l'entrepreneuriat stagne. Vous avez évoqué le fait que les banques n'arrivent pas également à accompagner les entrepreneurs sous prétexte que leur comptabilité n'est pas mise à jour et tout ça. Mais dites-nous, vous ne pensez pas qu'il y a comme une espèce de politique en dessous pour arriver, comme une politique de main noire, une main noire mise au-dessus pour arriver à freiner justement l'entrepreneuriat dans notre pays? Au profit de autres investisseurs, au profit de tierces personnes. Pesanteur, je pense, je préfère changer le mot. La pesanteur, elle existe, madame. Elle existe pour tout le monde de la même manière. C'est vrai que le gouvernement est en train de faire des efforts, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce que j'entends par faire mieux? Certaines universités aujourd'hui, madame, ont intégré dans le programme académique, non pas scolaire, le programme académique, un cours sur l'entrepreneuriat. C'est bien, parce qu'aujourd'hui, la plupart des universités forment essentiellement des gens qui sont prêts à être utilisés dans l'emploi, mais très peu pour être créateurs d'emplois. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un pas qui a quand même été fait. Le fait qu'il y ait quand même des cours d'entrepreneuriat à l'université, c'est très bien. Mais entre les cours qui sont donnés et passer à l'acte, à l'action, il y a justement un cap. D'où l'intérêt d'avoir des incubateurs. Aujourd'hui, il y a des incubateurs, ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne, ça donne des résultats. Maintenant, la pesanteur dont moi j'aimerais parler ici, c'est que je ne confirme rien. J'affirme avec des pincettes qu'il y a par moment certaines facilités douanières, fiscales, qui sont accordées à certains opérateurs économiques expatriés à des sujets non congolais, mais qui ne sont pas automatiquement accordés aussi aux Congolais qui remplissent par moment les mêmes conditions. Je respecte aujourd'hui effectivement le travail qui est fait par l'ANAPI, qui a un travail de titan. Mais aujourd'hui, combien de Congolais ont accès justement aux facilités qui sont prévues dans notamment le code douanier, dans ce qu'il faudra appeler aussi le code des investissements de manière assez générale. Il y a un code des investissements en RDC. Ce code des investissements concerne qui exactement? Seulement les expatriés qui viennent, ou ça concerne aussi ceux qui
travaillent localement en RDC. Je pense que tout le monde est investisseur, qu'il soit expatrié ou congolais. Tout celui qui met des capitaux en RDC est un investisseur. Et donc, il y a lieu ici de faire ce que je peux appeler un appel pour que de plus en plus l'ANAPI puisse encourager les Congolais à être bénéficiaires des mesures qui sont prévues dans le Code des investissements. Parce que dans ce Code des investissements, madame, effectivement, il y a beaucoup de facilités. Il y en va des exonérations, il en va des exemptions. C'est des nuances, madame, qui vous permettent justement de commencer votre activité sans pour autant être inquiété par l'administration fiscale. Ça vous permet de vous structurer, ça permet d'avoir une certaine trésorerie qui vous permet de répondre à une certaine demande, à certains besoins, et ça vous permet de faire du chiffre, madame. Donc, parler de pesanteur, madame, c'est dire simplement qu'on a par moment, je dis bien, on a par moment l'impression de penser qu'on est en décès pour bien évoluer, pour aller un peu plus vite, il faut être un sujet expatrié. Je le dis à mon corps défendant parce que je suis congolais. Moi, je suis né ici, madame, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Et donc, être entrepreneur en RD, c'est aussi une question, je dirais, c'est aussi une question d'appartenance et d'appropriation de la RDC. Je ne vais pas aller prendre mes capitaux, mes maigres capitaux, pour aller les mettre à l'étranger. Je préfère les mettre ici. Ça permet justement à l'économie de la RDC de fonctionner, mais aussi aux dirigeants, à quelques niveaux, à quelques échelles qu'ils soient, qui puissent aussi prendre conscience du fait que le Made in Congo est important. Parce qu'aujourd'hui, un investisseur expatrié, s'il se lève, il se dit qu'il ferme, il rentre dans son pays, ben, c'est notre pays qui en pâtit. Mais un Congolais qui a investi ici, il se dira qu'il va partir, il va aller où? Puisqu'il est dans sa terre patrie, dans sa mère patrie, je dirais même. Donc, il y a un intérêt, je pense, pour les politiques en RDC, de favoriser davantage les Congolais. Je pense que le gouvernement est en train de le comprendre. Je pense que vous avez suivi l'actualité pour ce qui concerne la réforme de ce qu'il faudrait appeler la réforme de la loi sur la sous-traitance, qui de plus en plus fait parler d'elle, dans le sens où certains miniers avaient fermé la porte aux Congolais. Donc avec cette loi sur la sous-traitance qui exige que pour être sous-traitant justement, que non seulement vous puissiez avoir des capitaux congolais, mais que vous puissiez aussi vous-même être congolais. Ça, madame, je pense qu'il y a lieu de saluer ce genre de lois qui sont prises par le Parlement, mais aussi qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Il y a lieu de saluer ce genre d'initiative, mais est-ce que ça donne les résultats? Est-ce que ça donne les résultats escomptés? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister aujourd'hui à ce qu'on appelle des sociétés de sous-traitance de paille? Je ne sais pas, madame, lorsque vous allez dans un champ, vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle un homme de paille que l'on met pour essayer d'effrayer les oiseaux. Un épouvantail. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de sociétés congolaises qui font de la sous-traitance. C'est toujours ces mêmes expatriés qui vont aller prendre un Congolais pour en faire un associé de paille, pour qu'après, justement, eux-mêmes soient ceux qui tirent les dividendes de cette société. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas, madame. Ça ne fonctionne pas parce que cette loi devrait profiter aux Congolais davantage. Il y a même une autorité qui a été mise en place, l'autorité de régulation de la sous-traitance, qui devrait justement davantage être regardante par rapport à cela et essayer de construire le tissu économique de la RDC avec des petites, moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Merci, M. Fidami, pour tous ces éclaircissements qui nous ont permis de déceler ces problèmes liés à la problématique tout autour de l'entrepreneuriat dans notre pays. Vous avez également tracé des pistes de solutions pour les entrepreneurs, mais également au niveau du gouvernement, pour arriver à pallier à ce problème. Vient à présent le moment pour vous d'essayer de répondre à différentes préoccupations de nos entrepreneurs, parce que sur ce fauteuil, on reçoit pas mal d'entrepreneurs et en recevant ces entrepreneurs, ils nous font part de leurs difficultés, les difficultés que nous aimerions que vous essayiez de résoudre un tout petit peu. Ce sera avec le même plaisir, madame. À travers toutes ces réponses liées à leurs difficultés, ce qui en ressort, c'est beaucoup plus les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de la création de leur entreprise, mais également des difficultés au niveau de taxes et impôts qui sont de façon excessive. Alors, madame, je pense qu'il convient que nous puissions faire la part des choses. Le guichet unique de création d'entreprise est une très bonne chose. Une des réformes, je pense, qui permet aujourd'hui à l'entrepreneur de savoir où est-ce qu'il faut s'orienter pour obtenir le document. Oui, mais il faudrait qu'on souligne que c'est une longue procédure. À l'origine, il était question d'obtenir les documents dans les 3 jours de la création. Selon que vous voulez être un établissement,
ou une société. C'est dans les 3 jours. Force est de reconnaître qu'au regard de la situation actuelle, ça piétine un tout petit peu. Par là, il faut comprendre que le guichet unique a quelques problèmes liés, je pense, à soit la manière dont la prise en charge devrait être faite pour ce qui concerne ces frais de fonctionnement. Mais je pense qu'il y a peut-être lieu pour les entrepreneurs de pouvoir s'adresser à l'autorité. Je fais allusion ici au directeur général du guichet unique pour essayer de remonter les difficultés qu'ils rencontrent. Sinon, madame, je peux vous dire que le guichet unique est opérationnel et il fonctionne bien. Pour ce qui concerne les impôts et les taxes, tout à l'heure, tout au long de mon propos, j'ai parlé de la pression fiscale. Par pression fiscale, j'ai dit justement qu'il fallait comprendre que la plupart de petites et moyennes entreprises qui existent en République démocratique du Congo sont dans l'informel. Les rares qui se sont formalisées sont donc celles qui font l'objet systématiquement des contrôles de la part de l'administration fiscale et non fiscale. Par fiscal, j'entends ici tout ce qui concerne principalement les impôts, à savoir la direction générale des impôts, mais aussi la direction générale des recettes de Kinshasa pour ce qui concerne la ville-province de Kinshasa. Pour ce qui concerne les impôts non fiscaux, je fais ici allusion à la direction générale des recettes administratives de manière et de participation, DGRA dans le cycle, et à quelques autres, d'autres redevances qui sont à l'origine de certains ministères. C'est vrai, madame, la pression fiscale est réelle en République démocratique du Congo. Il faudrait justement que nous puissions trouver la solution. Parce que nous avons d'une part le gouvernement qui a besoin de recettes pour avoir les moyens de sa politique. Et nous avons de l'autre côté ces opérateurs économiques qui veulent payer les impôts et taxes, mais qu'ils ne soient pas forcément traqués parce que par moment, il y a certaines nomenclatures, madame, qui sont invraisemblables. Je pense que c'est ici les lieux de faire un plaidoyer à l'endroit, je pense, du ministère des Finances, qui a la tutelle de toutes les régies financières. C'est ici le lieu de mettre en place ce qu'on peut appeler les états généraux de la fiscalité, de la parafiscalité en République démocratique du Congo. Par parafiscalité, ici, je ne parle pas de tout ce qui relève de la cotisation sociale qui est prise en charge aujourd'hui par ce qu'on appelle la Caisse nationale de la sécurité sociale en RDC, la CNSS. Je parle ici de la parafiscalité pour ce qui concerne les différentes taxes et impôts. Donc, on peut parler ici des impositions non fiscales. C'est ici le lieu, je pense, d'avoir des états généraux pour essayer de tirer les conséquences par rapport à tout ce qui se fait. Et bien sûr, à ces états généraux pourront être convoqués les différentes corporations des employeurs. Je pense ici à la Fédération des entreprises du Congo qui fait un travail remarquable. Je pense aussi ici à toutes les autres structures de ces jeunes entrepreneurs, parce qu'effectivement, les entrepreneurs n'ont pas attendu qu'il y ait des problèmes pour se fédérer. Ils se sont fédérés à travers différentes associations. Je pense qu'il serait aussi judicieux de les inviter à ce genre de forum, à ce genre d'échange. Les états généraux sur la fiscalité, la parafiscalité en République démocratique du Congo, ce serait une première, parce qu'on aura autour de la table les décideurs, à savoir le gouvernement, pris aussi à travers ces régies financières, d'une part, et d'autre part, on aura les opérateurs économiques. Ces deux parties ne vont pas se regarder en chaîne de faïence, mais plutôt en partenaires, dans le sens où l'État a besoin des moyens pour sa politique. Du reste, même ces entrepreneurs ont besoin des infrastructures. Les infrastructures sont construites par l'État. Et donc, de l'autre côté, nous aurions les opérateurs économiques qui permettent justement à l'État d'avoir les moyens de sa politique en payant régulièrement les impôts et les taxes. Mais pour pouvoir aussi payer ces impôts et taxes, il faut justement pouvoir faire du chiffre. Il faut justement avoir la possibilité d'avoir les moyens qui vous permettent de payer. Si vous-même, vous n'arrivez pas à faire des chiffres, vous n'arrivez pas à réaliser un bénéfice, comment allez-vous pouvoir justement honorer la plupart de vos engagements? Parce que qu'on se le dise, le premier engagement d'un entrepreneur, ce n'est pas de la fiscalité. Le premier engagement d'un entrepreneur, c'est de répondre aux besoins de son client, de répondre à un besoin de la clientèle. Et pour pouvoir répondre à un besoin de la clientèle, ça passe par plusieurs chemins. Un entrepreneur a des fournisseurs. Il doit pouvoir honorer ses factures avec ses fournisseurs pour continuer à être crédible et sérieux. Un entrepreneur a des factures à payer au quotidien. Il doit donc être d'abord en mesure
de pouvoir honorer ses factures pour lui-même rester crédible vis-à-vis de ses partenaires. Et donc, l'État aujourd'hui, le gouvernement devrait se présenter comme un partenaire des opérateurs économiques et non pas comme étant celui qui vient simplement avec le couteau, qui vient simplement avec le bâton pour frapper. J'ai dit, madame. Merci, monsieur Olivier Fidami. C'est par votre intervention que nous mettons fin à ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Et grâce à vous, nos téléspectateurs ont su déceler certaines pistes de solutions qui est en rapport avec la problématique liée à l'entrepreneuriat ici dans notre pays. C'est-à-dire, vous avez essayé de peser le pour et le contre. Vous avez essayé de faire porter la responsabilité aux deux parties, soit les entrepreneurs, mais également le gouvernement. C'est fait un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir reçu. Et là, pour la prochaine fois, ce sera avec le même plaisir. Exactement, on y compte bien. Et merci à vous tous de nous avoir suivis depuis les débuts. Si vous voulez mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Et si vous avez un avis à émettre, une opinion à partager, eh bien n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Et à vous tous, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, eh bien je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business honnête ou alors à tout ce que vous ferez comme business honnête. Portez-vous très bien. Bonsoir.